Bonjour, pour notre nouvelle émission, l'écho à contre-courant organisée conjointement par les économistes atterrés et par Mediapart, nous avons choisi aujourd'hui de nous arrêter au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Si nous avons fait ce choix, c'est que du budget de l'État, nous avons beaucoup parlé de la suppression de l'impôt sur la fortune, de la création de la flat tax sur les revenus de l'épargne, ou encore de la réforme de la taxe d'habitation et du cortège d'inégalités que ce projet de budget de l'État risque de générer. Mais du budget de la Sécu, du projet du PLFSS, comme on dit dans le jargon, on a moins parlé. Et pourtant, Dieu sait si également ça génère un cortège d'inégalités dangereuses. Alors, pour en parler, nous allons le faire avec deux économistes atterrés, avec Nathalie Coutinet, qui est économiste à l'Université de Paris 13 et chercheuse au Centre d'économie de Paris-Nord. Nathalie, bonjour. Bonjour. Et puis avec Henri Sterdignac, qui est aussi économiste atterré et qui est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Alors d'abord à tous les deux, j'ai une première question d'ordre général que j'aimerais vous soumettre. C'est que quand on regarde les chiffres présentés par le gouvernement dans le PLFSS et quand on examine le cortège de mesures d'austérité, on se dit, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que si on prend le régime général de la Sécu, on va avoir un déficit de 1,6 milliard en 2017, sans doute, et le gouvernement projette un excédent de 1,2 milliard. Alors, même si on en reste à ce déficit de 1,6 milliard, il y a combien de prestations au total? Près de 350 milliards d'euros, à peu près. Oui. Est-ce que c'est cohérent de prévoir sans arrêt chaque année, et à nouveau cette fois-ci pour 2018, un cortège de mesures d'austérité? Disons, ça n'a aucune logique. Il faut savoir qu'en réalité, d'abord, la sécurité sociale est en excédent. Ça peut sembler bizarre, mais en fait, dans les chiffres officiels, on ne tient pas compte de la CADES, qui est un organisme qui rembourse la dette passée. Donc c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale. Des déficits passés, et qui, cette année, a un excédent de 15 milliards. Donc si on prend le déficit de l'ensemble de la Sécu qui est annoncé à 5, mais si on rajoute ces 15 milliards, on trouve qu'en fait, cette année, on a un excédent d'une dizaine de milliards, donc on n'a pas besoin de mesures d'austérité. Et par ailleurs, il faut se rappeler que chaque fois qu'il nous manque 1% d'emploi, c'est grosso modo 7 milliards de moins pour la protection sociale. Et comme grosso modo en France, il manque 5% d'emplois, pour avoir un taux de chômage de 7%, et bien grosso modo, c'est 35 milliards en moins dans les comptes de la Sécu. Ouais, donc le problème de la Sécu, c'est que d'un côté, elle est excédentaire et de l'autre, elle souffre de la mauvaise situation économique, mais l'un dans l'autre, elle est extrêmement excédentaire, et ça prouve que depuis quelques années, se sont accumulées un certain nombre de mesures d'austérité, c'est-à-dire, comme on va le voir tout à l'heure, surtout la stagnation du pouvoir d'achat des bénéficiaires. Et alors, malgré cela, l'aspect tout à fait spectaculaire dans la présentation ou dans la médiatisation de ce projet de loi, c'est l'extrême dramatisation du gouvernement. Il y a eu cette formule utilisée la semaine passée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, 30% des dépenses de l'assurance maladie ne sont pas pertinentes. Alors, d'abord, d'où vient ce chiffre? Est-ce qu'il est lui-même pertinent? Et que faut-il entendre par cette dramatisation? Est-ce que ça dit quelque chose de la violence des mesures qui sont en préparation? Sans doute, et puis ça laisse entendre qu'il y a beaucoup de fraude, alors de la part évidemment d'abord des patients, puis des médecins qui surprescriveraient des actes, qui accorderaient des arrêts maladie de manière un petit peu farfelue. Mais quand on regarde comment on lutte contre la pertinence des soins, enfin contre l'absence de pertinence des soins, selon la ministre, en fait, on s'aperçoit qu'il s'agit essentiellement de remboursement des transports en assurance. Alors certes, ça représente un certain coût, mais ce n'est pas l'essentiel des actes, et qu'on va résoudre ça en étant plus pertinent. Bon, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, il faudrait interroger les médecins s'ils se sentent impertinents dans leurs actes. Ah oui, enfin, je disais ça parce qu'on avait l'impression que ce chiffre de 30% vient de nulle part, que c'est une sorte de bidouillage. C'est à la fois la fraude, sans doute des actes qui sont prescrits, peut-être pas de manière totalement justifiée, oui. Mais, et puis surtout, l'essentiel des mesures de restriction semble peser sur l'hôpital, et l'hôpital n'est pas tellement... Là, on va y venir, parce que j'avais le sentiment, dans cette dramatisation, c'est une façon de faire passer le rétropédalage
par rapport aux promesses d'Emmanuel Macron de sa campagne, donc sur le remboursement intégral sur les lunettes et les prothèses auditives. Et puis 2... Le remboursement intégral promis par M. Macron, personne n'a compris, mais tout le monde sait que ce sont les complémentaires qui seront mobilisés. Ce n'est pas la sécurité sociale. Bien sûr. Donc c'est remboursement, mais il n'a pas dit par qui. Donc c'est remboursement par les complémentaires. Alors c'est vrai qu'ensuite, quand on rentre dans le détail, ce qui frappe, me semble-t-il, pour moi qui suis non spécialiste, c'est que tout se concentre sur l'hôpital. C'est un petit peu, l'hôpital est un petit peu la voiture balai des politiques publiques de santé. Or, le paradoxe, c'est que c'est sur lui, cette année, il n'y a pas de déremboursement spectaculaire, mais c'est sur lui que se concentre. C'est toujours sur l'hôpital que se concentrent les économies. Mais pour réduire les dépenses de santé, soit il faut faut s'attaquer à la médecine libérale, ça c'est totalement tabou, soit il faut s'attaquer aux médicaments, aux grosses firmes pharmaceutiques. Là, on va y ça venir. Paraît difficile aussi. Donc finalement, non, mais d'une certaine manière, c'est le plus facile. Alors les mesures qui sont fermer le nombre de lits, on nous explique qu'il y a plus de lits en France que dans beaucoup d'autres pays, sauf en Allemagne. Bon, il y a trop de lits, qu'on va développer l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est sûrement très très bien, mais ce n'est pas développable pour tout le monde. Donc l'ambulatoire, pour les non-spécialistes, c'est... De faire opérer dans la journée et puis de sortir le soir. Mais ce n'est pas toujours vrai pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus difficile. Et puis ça se heurte aux déserts médicaux. Parce que pour que l'ambulatoire soit efficace et ne se traduise pas par un retour du patient le lendemain ou le surlendemain, il faut qu'il puisse avoir un médecin à proximité s'il y a un souci. Or, il y a des déserts médicaux. Donc, si je vous dis, attendez, prenons deux des dispositifs, soit le système de tarification à l'acte, soit précisément le développement de la médecine ambulatoire, ce n'est pas de bon sens. Si, alors on sait depuis longtemps que le système de tarification qu'on appelle la T2A, de tarification à l'activité, au lieu avant du budget global. Du budget global. Voilà. Donc maintenant, les hôpitaux, depuis maintenant un certain nombre d'années, les hôpitaux font des actes et chaque acte a un prix. Et ce prix est donc remboursé par la sécurité sociale. Alors, on sait qu'il y a des abus parce que les hôpitaux vont essayer de prescrire plutôt des actes chers pour avoir plus de remboursement. Donc, on sait que ce système, non seulement il met de la pression sur les personnels hospitaliers, mais en plus, il n'est pas très efficace d'un point de vue économique. Donc, il serait évidemment question, sans doute, de trouver un autre système. Mais on nous dit on va le remplacer par la pertinence des soins. Mais la pertinence des soins, on ne voit pas bien ce que c'est. Donc, ça reste très vague. Voilà. Donc, quant à l'ambulatoire, c'est sûrement à développer, mais ça a ses limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opérer tous les patients en ambulatoire. Donc, les patients sont à la charge ensuite de leur famille, et souvent des femmes qui, du coup, se retrouvent à devoir s'occuper de leur mère, ou de leur belle-mère, avec les conséquences que ça a sur leur carrière et sur leur activité professionnelle. Ce n'est pas non plus quelque chose de purement gratuit. Donc vous ne contestez pas le principe même d'économie, mais vous y avez fait une allusion tout à l'heure, quant à faire, il y a des gisements d'économie qui seraient beaucoup plus spectaculaires. Alors, et vous évoquez le médicament. Tout à fait. Alors, je ne conteste pas, je suis d'accord avec Henri Stardignac, à savoir pourquoi forcément vouloir réduire les dépenses de santé. C'est bien d'avoir des dépenses de santé, ça veut dire qu'on va avoir une population en bonne santé, qui va être productive, qui va être peu absente du travail. Donc je ne pense pas qu'il faille limiter les dépenses de santé. Maintenant, s'il y a un aspect sur lequel on pourrait faire sans doute des économies, c'est les médicaments. Les médicaments aujourd'hui... Et ça, c'est un tabou. C'est un tabou. Alors, on dit on va développer le générique et puis on va développer les biosimilaires. Les biosimilaires, c'est des génériques de médicaments en biotech. C'est un peu compliqué, un peu technique. C'est des nouveaux médicaments qui sont très chers. Pour des raisons techniques qui ne sont pas généricables, entre guillemets. Mais on peut faire des biosimilaires, c'est-à-dire des médicaments un peu identiques, mais moins chers. Certes, mais d'abord, il y a des droits de propriété intellectuelle, donc on ne peut pas le faire tout de suite, toujours. Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on accepte que les médicaments qui arrivent, qui sont très performants, soient si chers ? Il y a les tarifications, les modes de fixation des prix laissent toute la place aux entreprises. Il n'y a pas de coordination au niveau européen, donc il y a un certain nombre de choses. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on régule ? Déjà, on pourrait avoir... Les firmes jouent des écarts de mode de tarification des pays. On pourrait déjà se coordonner au niveau européen. On a même un organisme qui existe. On a un institut de médicaments européen. Donc, il pourrait très bien y avoir des coordinations entre les pays européens pour que les prix soient légèrement diminués lorsque les médicaments arrivent sur le marché. On a des traitements qui arrivent à plus de 100 000 € par an et par patient.
Alors, comme le budget de la Sécu, c'est immense, on ne va pas pouvoir détailler toutes les mesures d'austérité. Henri, ce que vous relevez aussi, c'est que dans les mesures d'austérité, beaucoup d'entre elles vont peser sur le pouvoir d'achat des ménages, sous des formes multiples, mais aussi, par exemple, sur le pouvoir d'achat des familles. Vous relevez le fait que les prestations familiales, par exemple, ne sont pas indexées sur les salaires et qu'il y a par ailleurs d'autres ponctions. Pouvez nous expliquer le choc sur le pouvoir d'achat qui se dessine? D'abord, la logique voudrait que toutes les prestations et les retraites soient indexées sur le niveau des salaires, de sorte que, grosso modo, au cours du temps, leur valeur relative reste la même. Alors, depuis très longtemps, cette indexation depuis a été 1983, pratiquement, l'indexation a été détruite et au mieux, c'est une indexation sur les prix, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat des familles a tendance à diminuer au cours du temps. Alors, de temps en temps, on donne des petits coups de pouce, le gouvernement se vante de donner des coups de pouce, mais généralement, ces coups de pouce, ça fait que compenser la dérive vers le bas des prestations familiales. Et puis cette année, donc, on a, comme toujours, un numéro de bonne taux, c'est-à-dire d'un côté, on dit on va aider les familles monoparentales, les plus pauvres à garder les enfants, à mieux financer la garde d'enfants, c'est tout à fait sympathique, ça représente 40 millions de plus pour les familles monoparentales, mais de l'autre, on a une réduction de la PAJE, la prestation d'accueil des jeunes enfants, qui va diminuer en pouvoir d'achat très fortement, et aussi le plafond va également baisser. Donc il y aura moins de gens qui vont la toucher, et il y aura une somme plus faible, et donc comme ça on économise 500 millions sur les prestations familiales. Et donc, une fois de plus, les familles sont perdantes, et quand on regarde sur long terme, la tendance, c'est petit à petit, on diminue le pouvoir d'achat, le montant des prestations familiales, d'un côté pour augmenter un peu les dépenses de retraite, et de l'autre pour les dépenses maladie. Mais la famille, c'est vraiment l'endroit où on touche le plus facilement. Alors, dans les critiques multiples que ce PLFSS peut susciter, il y a aussi la hausse de la CSG de 1,7 points, en contrepartie de la suppression des cotisations chômage et maladie. Et vous, Henri, ça vous choque beaucoup parce que vous trouvez qu'il n'est pas sain qu'on verse des prestations sans qu'il y ait une contrepartie en termes de cotisation. Oui, c'est-à-dire que Macron a lancé une histoire qui est tout à fait saugrenue. C'est-à-dire d'un côté, on dit on va donner des prestations chômage aux indépendants, mais ces indépendants ne cotisent pas. Donc on ne voit pas comment ils auraient des droits à des prestations chômage. Leur revenu n'est pas enregistré. Et puis de l'autre, on fait payer le chômage par les retraités et ceux qui ont des revenus fonciers, alors que eux, ils ne bénéficient jamais, par définition, de prestations chômage ou de prestations maladie de remplacement. Et le fait de briser, en quelque sorte, le principe qui est le lien entre les cotisations et les prestations, ça laisse inaugurer une idée géniale qui est que petit à petit, les prestations chômage vont devenir des prestations universelles de bas niveau et qui ne seront pas reliées avec le salaire. Donc, c'est une mesure qui détruit le caractère salaire différé et voilà, collectivisé du chômage, et qui permet aussi, c'est un grand avantage, de mettre en cause la légitimité des syndicats à gérer l'assurance chômage. Ce que je disais, ça nous renvoie au vieux débat, aux vieilles conceptions qui étaient celles de la CGT ou même de Force ouvrière sur le salaire différé. Oui. Et donc, la critique que vous faites est du même coup. Parce que le processus pour l'assurance chômage est enclenché, mais pour l'assurance maladie, c'est ancien. C'est-à-dire, le paritarisme est mort. Oui, le paritarisme est mort. La question est particulière. Et donc, vous le regrettez? On le regrette. Et ensuite, la question est particulièrement grave pour le chômage et pour la retraite, parce que le principe, c'est quand même que c'est une assurance sociale, c'est-à-dire que ce que vous recevez dépend de vos cotisations. C'est une assurance sociale, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a des éléments redistributifs dans le chômage comme dans la retraite, mais là, on détruit ce caractère de salaire différé du chômage pour
construire quelque chose dont on ne sait pas ce qui sera, puisqu'actuellement, la subtilité, si on peut dire, du programme Macron, c'est qu'on détruit la logique du financement de l'UNEDIC sans dire par quoi on va le remplacer, avec cette promesse qu'on va le donner aux indépendants, sachant que les indépendants, c'est des choses très différentes, que d'un côté, il y a des livreurs à vélo auxquels il faudra effectivement imposer aux entreprises de payer pour eux des cotisations, et puis de l'autre côté, il y a des médecins, des notaires, des avocats à qui on n'a pas dit on va vous prendre 4% de cotisation pour financer le chômage. Donc c'est un peu n'importe quoi, et le risque, c'est quand même de mettre en cause la logique du système. Alors, pour les atterrés, il y a encore un autre piège dans cet immense empire qu'est la sécurité sociale, c'est celui des comptes notionnels, qui est sans doute au cœur du projet de réforme des retraites que prépare Emmanuel Macron. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces comptes notionnels et pourquoi c'est dangereux? D'abord, les comptes notionnels, c'est un compte fictif dans lequel on accumule vos cotisations, et au moment où vous partez à la retraite, on vous donne comme montant de la retraite l'équivalent de ce que vous avez accumulé en tenant compte de votre espérance de vie. Donc on sort d'une logique collective. Donc on sort d'une logique collective, donc on rentre dans une logique tout à fait individuelle. Chacun est censé retirer de la prestation de retraite ce qu'il a cotisé, avec toutes sortes de problèmes. D'abord parce qu'il faut savoir si on tient compte ou non des différences d'espérance de vie. D'un côté, les femmes vivent plus longtemps, mais aussi on a le problème que les ouvriers vivent moins longtemps que les cadres. Donc comment on en tient compte? Et ça, on ne sait pas faire. Et puis, d'autre part, le grand problème que nous avons, c'est que l'objectif des classes dirigeantes, c'est de diminuer fortement le niveau des retraites. Voilà. Toutes les projections qu'on donne à Bruxelles ou qu'on fait au corps consistent à dire qu'il faut absolument diminuer 20% le niveau des retraites pour éviter la hausse de la part des retraites dans le PIB. Et l'intérêt de cette mesure du compte notionnel, c'est que ça peut permettre facilement de réaliser cette baisse de 20% du niveau des retraites. On dira aux gens, voilà, c'est normal, vous aurez uniquement ce que vous avez correspond à ce que vous avez cotisé, et tant pis pour vous si vous avez une retraite plus faible. Il suffit, si vous voulez avoir une retraite satisfaisante, de travailler jusqu'à 70 ans, avec le problème que tout le monde ne peut pas travailler jusqu'à 70 ans, surtout s'il a eu un emploi pénible. Donc c'est une mesure qui est extrêmement lourde pour les travailleurs manuels qui ne pourront pas se maintenir en emploi. Alors, Nathalie Cotinet, si on agrège l'ensemble des mesures que l'on a évoquées, auxquels il faudrait ajouter les déremboursements des années antérieures, auxquels il faudrait ajouter le fait qu'il n'y a pas de nouveaux piliers de la Sécu sur la question de la dépendance, alors que, comme les populations vieillissent, ce serait un besoin formidable. Donc du coup, est-ce que le risque majeur n'est pas que progressivement il y ait un reste à charge pour les assureurs sociaux de plus en plus fort? Est-ce que, en clair, est-ce que ce que l'on vit sans le dire, de la part de la puissance publique, est une avancée lente, progressive, une sortie du système d'assurance collective, mutualisée, vers un système individualisé? Sûrement. En clair, est-ce qu'on ne va pas vers une privatisation de la Sécu? Pas une privatisation de la Sécu, mais on va sans doute vers, on y est, moi j'aurais même tendance à dire on est, vers une sécurité sociale qui prend en charge un certain nombre de ce qu'on appelle les gros risques, même si ça n'a pas beaucoup de sens, et puis les complémentaires et même des surcomplémentaires qui arrivent et qui couvrent le reste. Il y avait eu un projet du MEDEF là-dessus, faire une partition. Oui, mais les gros risques qui sont pas, sur lesquels on ne peut pas gagner de l'argent, c'est à la charge de la collectivité. Oui, mais c'est ça, on y est finalement. On y est parce qu'avec la généralisation des complémentaires d'entreprise, 95% de la population, c'est rappelé d'ailleurs dans le projet de loi de finances, a une assurance complémentaire. Donc finalement, ça permet de réduire la part assurance maladie obligatoire, la part sécurité sociale, et de laisser de plus en plus de place à l'assurance complémentaire. Et il y a même, je vous disais, des surcomplémentaires qui arrivent, c'est-à-dire la surcomplémentaire vient couvrir ce que ne couvre pas complètement la complémentaire, parce que les complémentaires ne sont pas toujours très généreuses pour l'optique, pour le dentaire, etc. Donc ça vient compenser. Et effectivement, c'est de l'individualisme. On garde
quasiment pas un système américain, mais on fait du care, on fait pour les plus démunis, pour le plus gros risque, et puis après on va vers chacun choisit une individualisation de la couverture. C'est un peu quand même le projet de Macron globalement, c'est un peu ça aussi, hein, c'est quand même l'idée que on doit tous devenir chef d'entreprise pour sortir du chômage. Bon, on doit tous s'assurer soi-même sa santé, choisir son compte retraite, et puis voilà. Alors quel est on reste à Lignac pour la presse. Souvent, nous, à Mediapart, on aime bien se référer à la Libération, au programme du Conseil national de la résistance. Voilà. Et est-ce que pour la Sécu, c'est la même chose? Revenir à l'esprit de la naissance de la sécurité sociale, principe universel? Ou est-ce que, les temps ayant changé, est-ce qu'il y a d'autres pistes? Comment faut-il refonder la sécurité sociale? C'était possible en 1945, donc pourquoi ce ne serait pas possible actuellement? Je veux dire, actuellement, on est dans une vague où effectivement le grand objectif du gouvernement et du patronat, c'est de tout faire pour baisser les cotisations sociales, hein, le patronat n'aime pas les cotisations sociales, et on voit qu'il y a des tas de mesures qui diminuent les cotisations sociales. C'est vraiment l'obsession, peut-on dire, du patronat, et c'est repris par le gouvernement. Et bien sûr, ce qu'il faut défendre, c'est la vision du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire d'avoir un système de protection sociale universel qui couvre, en ce qui concerne la maladie, en ce qui concerne la famille, qui couvre tout le monde, et puis d'autre part, pour le chômage et pour les retraites, d'avoir un système d'assurance sociale où les cotisations employeurs comme employés sont bien pris comme un salaire différé, un droit. On a un droit parce qu'on a cotisé. Ce droit, il est social, c'est-à-dire que par l'intermédiaire des assurances sociales, il y a de la redistribution en faveur des personnes qui ont les salaires les plus faibles, de ceux qui sont le plus menacés par le chômage. Et c'est important que cette redistribution, elle se fasse par l'intermédiaire des cotisations sociales. Il y a un mot quand même qui est important, excusez-moi de vous couper, il y a un mot, c'est le modèle solidarité. Oui. C'était des modèles qui étaient solidaires. Oui. Donc on est en train de transformer des modèles qui reposaient sur des tas de solidarités croisées, jeunes, vieux, malades, en bonne santé, famille, etc., par des systèmes individualistes. Et donc, si je vous entends bien, refonder la sécurité sociale en retrouvant le souffle de ses origines, c'est aussi refonder la démocratie sociale. C'est redonner une place aux acteurs sociaux qu'ils ont. Oui, bien sûr, parce que le risque, bien sûr, c'est de diminuer le poids des syndicats sur la protection sociale. Hein. Et oui. Ça c'est tout à fait important que les syndicats continuent à gérer, ou reprennent, si on peut dire, le droit de gérer la protection sociale. Hein. Comme on l'a dit, on a deux modèles. On a le modèle solidaire et puis on a le modèle actuaire, individualiste, où on va dire, vous êtes en mauvaise santé depuis votre naissance, donc on va vous faire payer plus. Vous avez un enfant qui a des problèmes, on va vous faire payer plus. On va faire payer plus les personnes âgées parce qu'elles ont besoin de plus de dépenses de santé. Tout ça, c'est tout à fait contraire à la logique qui consiste à dire la protection sociale, ça ne s'inscrit pas dans la société de marché, c'est au contraire un élément socialiste, si on peut dire, socialisé de notre vie en collectivité. Bon, nous arrivons au terme de notre émission. Pour ceux que ce débat intéresse et qui aimeraient prolonger leur réflexion, je vous renvoie vers une note réalisée par les Atterrés, une note collective qui s'appelle « Un budget de classe », où il est question à la fois du budget de l'État, mais aussi du budget de la Sécu dont nous venons de parler. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.